La prochaine présentation faite par mon collègue, mon estimé collègue Marc Imbeau, qui est professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean, qui enseigne aux élèves officiers. Va nous ramener un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce que Frédéric a fait cet après-midi, ça va nous ramener dans le passé et va nous parler de deux penseurs importants de la droite en France, penseurs historiques, Charles Maurras et Georges Bernanos. Alors voici, Marc, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez bien? Je remercie le Collège Édouard-Montpetit de son hospitalité. Je remercie le CEFIR et je vous remercie tous d'être là. J'aurais aimé que Charles Maurras se présente lui-même. Malheureusement, il est mort depuis longtemps, donc vous allez être obligé de vous contenter de moi. Je vais parler surtout de Maurras. Si le temps me le permet, je vous parlerai aussi de Bernanos, mais surtout, je vais vous parler de l'Action française. À l'aube du XXe siècle, est né en France un mouvement politique qui devait marquer profondément le paysage politique français, européen et mondial jusqu'à nos jours. Il s'agit de l'Action française, dont le maître à penser est Charles Maurras, même si ce n'est pas lui qui l'a fondé. Les fondateurs de ce mouvement sont Maurice Pujoulx et Henri Vaugeois. La conversion de Vaugeois aux thèses monarchiques défendues par Maurras est significative. Son importance va au-delà de l'influence d'un dialecticien de génie, le mot est de Joly, un historien de l'Action française, sur un intellectuel complexé, car elle marque la véritable naissance de l'Action française. La conversion de Vaugeois, un républicain entêté, est la première d'une série innombrable de conversions à venir qui, comme elle, seront obtenues difficilement. Elle illustre de plus la situation politique d'une époque, ses tiraillements, ses craintes et ses peurs, ainsi que la recherche d'une solution à des problèmes que les gouvernements qui se succédaient n'arrivaient pas à résoudre. Une époque où apparaissent aussi un vocabulaire et une grammaire du langage politique que l'on retrouve encore aujourd'hui sous une forme plus ou moins atténuée. Pour comprendre l'Action française et les concepts dont elle a accouché pour l'avenir de l'extrême droite, il faut donc retourner aux sources. Parmi celles-ci, j'ai choisi d'examiner les œuvres capitales de Charles Maurras et de Georges Bernanos. D'abord parce que ce sont deux royalistes et deux représentants notoires de l'Action française, mais aussi parce que le concept de nation est un point d'appui constant de leur réflexion. Pour ce faire, je me référerai essentiellement à deux ouvrages, L'enquête sur la monarchie de Maurras et Le chemin de la croix des âmes de Bernanos, car ils forment en quelque sorte les deux pôles d'un débat qui traverse toute l'extrême droite. L'enquête en représentant le point de départ doctrinal et le chemin de la croix des âmes, la réfutation interne et la conclusion critique. Première partie, l'enquête sur la monarchie. Ce texte de Maurras ressemble à première vue à ce qu'on appellerait de nos jours une recherche qualitative en sciences sociales. Il se fonde en effet sur des entrevues semi-directives et les réponses à un questionnaire. La première partie de l'enquête est constituée par le compte-rendu des rencontres de Maurras avec deux hommes politiques condamnés à l'exil en raison de leur participation au coup d'État avorté de Paul Déroulède en 1899. André Buffet et le comte Eugène de Lure-Salus. Le premier a occupé la fonction de chef du bureau politique de la maison d'Orléans. Le second est issu d'une famille de vieille noblesse. Tous deux ont fourni à Maurras les éléments fondamentaux de cette définition de la monarchie.
Il s'agit, selon eux, d'un régime politique traditionnel, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisé. La monarchie répond à la nécessaire unité du commandement d'un pays et s'inscrit dans la tradition française. Elle est héréditaire afin d'éliminer la compétition perpétuelle pour la position de chef et la nécessité de s'allier aux puissances de l'argent pour y parvenir. Elle est anti-parlementaire afin d'empêcher la formation de partis qui empoisonnent la vie politique et forcent les gouvernements à prendre des décisions en faveur d'une portion de la population au détriment des autres. Elle est décentralisée afin de libérer les citoyens de la tyrannie de l'administration centrale qui s'immisce dans tous les domaines de la vie. Maurras formule ensuite une question de recherche qu'il soumet à un certain nombre d'individus triés sur le volet. Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, anti-parlementaire et décentralisée est-elle de salut public? La deuxième partie de l'enquête contient les réponses, j'ouvre les guillemets, d'autorité et compétences techniques, fermez les guillemets, obtenues par Maurras à cette question. 20 lettres sont ainsi présentées et commentées par le maître. Alors, le maître, c'est le surnom qu'avait Maurras à l'Action française. Tous ne sont pas monarchistes. En fait, d'après un tableau dressé par Laurent Joly dans Naissance de l'Action française, 7 d'entre eux adhèrent de fait à la monarchie. En revanche, Maurice Barrès, le plus célèbre des correspondants de Maurras, propose, lui, un nationalisme républicain et décentralisé. Il y aura aussi quelques conversions, comme celle de Vaugeois, déjà mentionnée, du journaliste Lucien Moreau, du critique d'art Louis Dimier et du comte Léon de Montesquieu, essayiste, ami de Marcel Proust, mort pour la France en 1915. Tout au long de l'enquête, Maurras tente de fonder la monarchie en raison. Il répète à quelques reprises que son approche est scientifique, au sens où elle s'appuie sur des faits. Il pensait qu'une monarchie nationaliste pourrait séduire les Français, mais que seule une monarchie scientifique pourrait les subjuguer. Un important discours préliminaire, ajouté à l'édition de 1925, ramasse et précise l'argumentation principale de l'enquête. Il commence ce texte éminemment doctrinal par un rappel des faits. Des conquêtes, j'ouvre les guillemets, des conquêtes et des progrès de la démocratie datent les conquêtes et les progrès de l'étranger sur notre territoire. Il n'y eut pas d'invasion notable entre l'année 1728 et l'année 1792. Le cœur du territoire fut inviolé. Au cours des guerres, les confins furent seuls écornés. Un élément restreint de la population fut seul mobilisé. Le plus grand malheur militaire de la monarchie bourbonienne n'avait pas compromis plus de 20 000 Français et il avait lieu à Rosbach, au fond de la Saxe. Fin de la citation. Maurras fait ensuite le récit des déboires survenus depuis que la monarchie est tombée, en soulignant le fait que la capitale, Paris, a été envahie 3 fois et menacée de l'être une 4e pendant la guerre 14-18. Ces reproches concernent en outre le taux de natalité plus bas en France qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Italie. C'est surtout le cas de l'Allemagne qui irrite Maurras, puisque la population de ce pays est passée de 37 millions d'habitants en 1870 à 67 millions en 1914, alors que celle de la France ne gagnait que 2 millions d'habitants, passant de 37 à 39 millions. Maurras décrit également en détail les carences de la politique militaire menée par la République, surtout la baisse du budget de la défense et le retard considérable pris par rapport à l'Allemagne au cours des 15 années qui ont précédé la Grande Guerre.
Même la victoire de la France en 1918 est utilisée contre la République. Selon Maurras, elle n'a pas été bonne républicaine. Et l'auteur de citer l'historien Alphonse Aulard. Ouvrez les guillemets. Chez toutes les nations victorieuses, la guerre a été gagnée par des procédés de dictature conservatrice. Partout, on a, pour ainsi dire, rétabli provisoirement, en vue de l'effort guerrier, l'ancien régime. Fermez les guillemets. Les régimes s'appuient habituellement sur leurs propres principes pour surmonter les crises graves. Mais ce n'est pas le cas pour les républiques, qui doivent, au contraire, abandonner les leurs et s'en remettre à ceux d'autres régimes pour passer à travers les situations extrêmes. Mais le vice le plus profond de la République est sans doute pour Maurras celui de disputer à la patrie sa primauté même dans les cœurs des républicains patriotes. Les bons républicains mettent en France la République au-dessus de leur pays. C'est à cause de ce travers qu'après la victoire de 1918, la politique française aurait retrouvé ses vieilles habitudes, marquées par la compétition entre partis, l'instabilité et l'incohérence du gouvernement et de son action. S'ajoute à cela la tendance de maintenir les prérogatives de l'État dans les plus petits détails de l'administration, tout en relâchant l'effort du côté de la diplomatie et de la défense du territoire. Défense que le maître de l'action française place au fondement de l'intérêt national. C'est pourquoi il propose de définir la République par la domination des intérêts, passions, volontés des partis sur l'intérêt majeur du peuple français, sur son intérêt national. Cette conception aura des répercussions jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, lorsque Maurras, constatant la défaite militaire de la France, se ralliera au maréchal Pétain pour préserver le territoire national de la destruction. Mais, si le gouvernement de la République se résume au désordre et à l'incohérence, il n'est pas pour autant complètement anarchique. Une certaine direction est à l'œuvre dans la République, soutient Maurras. Et c'est sur ce point qu'il va, comme le souligne Laurent Joly, ouvrez les guillemets, libérer l'antisémitisme drumontien de l'univers malfamé et crapuleux où il se trouvait relégué et lui permettre d'accéder au domaine de la raison, au rang de l'intelligence. Fermez les guillemets. Voici comment s'exprime précisément Maurras. Il existe une démocratie active et régnante, une oligarchie démocratique, pour abuser, pour manœuvrer le sujet passif, l'électeur à qui l'on veut persuader qu'il est roi, par une rencontre historique pleine de sens, qui rend hommage à la loi naturelle des groupes sociaux, fussent-ils antisociaux. Le recrutement de cette oligarchie fait une large part au normal et double facteur de l'hérédité naturelle et de la tradition historico-religieuse. Elle se recrute en effet chez les Juifs, les protestants et les métèques, syndiqués dans la franc-maçonnerie. Fin de la citation. La seule façon qu'une république puisse fonctionner minimalement, c'est, d'après Maurras, que s'y constitue une élite dirigeante, une oligarchie, soit qu'il s'agisse d'un groupe de familles dont les intérêts soient solidement attachés à ceux de la nation, soit, comme c'est le cas d'après lui en France, qu'il s'agisse d'un syndicat dont les intérêts soient étrangers, une plutocratie. Il précise ainsi sa pensée. Il semble donc que la seule oligarchie que nous puissions avoir soit précisément la plutocratie judéo-maçonnique, plutocratie de nature cosmopolite, qui ne connaît que des intérêts financiers ou métaphysiques, et ne se soucie donc que d'un minimum de stabilité politique et d'ordre apparent. Je me trompe, il existe encore une autre forme d'oligarchie, et nous la voyons précisément superposée chez nous à la précédente. Et c'est ce qu'il convient de nommer le gouvernement des partis. Mais cette forme paraît aussi la plus détestable de toutes, parce que, pour durer, elle est obligée de livrer l'État au pillage du plus grand nombre. Fin de la citation.
Maurras pensait que la restauration de la monarchie était le seul remède à la maladie qu'il croyait avoir diagnostiquée, puisqu'elle était consubstantielle au régime républicain lui-même, et pas, comme le pensaient d'autres nationalistes, une conséquence de lois imparfaites qu'il était possible de changer sans le remettre en question entièrement. À la fin de son enquête, Maurras est donc convaincu qu'il faut répondre oui à la question posée et que le salut de la France repose sur la restauration d'une monarchie forte qui puisse durer, être responsable et libre de ses décisions, tout en assurant une grande décentralisation territoriale, administrative, professionnelle, morale et religieuse. Mais une dernière question demeure. Comment faire la monarchie? Je réponds, dit Maurras, qu'il faut faire la monarchie comme on a fait tous les gouvernements du monde, depuis que le monde est monde, par la force. La foule, ajoute-t-il, suivra toujours les minorités énergiques. Pour lui, la question n'est donc pas de rendre les Français royalistes en essayant de les rallier majoritairement aux principes monarchiques, mais plutôt de trouver une minorité agissante. Il faut le faire, imposer la monarchie, car la raison instruite par la science l'exige et que c'est la seule médecine qui puisse sauver la France d'une mort certaine. On est bien loin ici de l'approche démocratique et égalitaire, et nous touchons à un élément central de la personnalité et de la pensée de Maurras, autant que de tout mouvement d'extrême droite. La sortie du cadre légal et le passage à l'acte par l'usage de la violence verbale et physique. 2. Le chemin de la Croix des Armes. L'œuvre de Georges Bernanos est immense, et j'ai choisi aujourd'hui de parler principalement de l'un de ses plus beaux livres, Le chemin de la Croix des Armes, rédigé au Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, et publié d'abord sous forme d'article pour le quotidien Au Journal de Rio de Janeiro. Au moment d'écrire ce livre, Bernanos s'est engagé dans la résistance aux côtés de Charles de Gaulle, contre le maréchal Pétain et donc contre Maurras. Bernanos, cependant, a toujours reconnu l'influence de l'action française, du nationalisme et du royalisme sur ses idées politiques. Mais, contrairement à Maurras, Bernanos n'avait aucune prétention scientifique ou doctrinale. Il croyait profondément à la mission spirituelle de la France et à la force de la tradition catholique. En ce sens, il a toujours cru à la communauté des saints, à la solidarité entre ceux qui sont baptisés et au fait que nous ne sommes pas seuls pour faire face aux difficultés de la vie. C'est dans cet esprit que Bernanos rédige ses écrits de combat au Brésil. Or, dès le début, il y définit ce qu'est, d'après lui, une grande nation. Je ne crois pas au peuple jeune, mais je crois qu'on peut juger de l'avenir d'une grande nation à la force, à la spontanéité, à la clairvoyance des réactions de son cœur. Car les nations ont un cœur, c'est-à-dire une sensibilité. Et cette sensibilité est d'autant plus vive, plus délicate, plus nuancée, que les races qui la composent sont plus nombreuses et mieux amalgamées entre elles par une commune charité. Les races, elles, n'ont pas de cœur. Bernanos interprète la Seconde Guerre mondiale comme une guerre des races contre les nations. Dresser ainsi les races contre les nations signifie pour Bernanos la ruine des efforts séculaires de la civilisation européenne pour sortir de ce qu'il appelle le chaos primitif. La race, poursuit-il, se révolte contre les nations et cette lutte ne peut pas déboucher sur un quelconque droit interracial. Un tel droit ne peut pas exister. La guerre menée par les races contre les nations est donc une guerre contre la civilisation. Son résultat aura des conséquences incalculables et Bernanos a clairement choisi son camp dans ce conflit, celui des nations. Il conclut cette section de son livre par une formule que j'abrège un peu. La race dit « soyons durs », la nation dit « soyons nobles ». Et je termine avec une section sur l'ambiguïté donc du nationalisme chez Bernanos et chez Maurras.
Si Maurras s'en prend à plusieurs reprises dans son enquête, tantôt à l'ennemi intérieur, donc ça, ce sont les Juifs, les francs-maçons, les métèques, tout ce qu'on veut, tantôt au Parti de l'étranger, et qu'il se réclame explicitement de l'antisémitisme, il ne va pas aussi loin que d'autres propagandistes et ne parle pas d'extermination du peuple juif. Dans une lettre relevant à la fois et de l'opportunisme politique et du cynisme, à André Buffet, datant de l'année 1900 et cité par Laurent Joly, Maurras soutient que sans parler de persécution, d'expulsion ou d'autres actes d'intolérance, il y aurait avantage à paraître radicalement antisémite. Je cite, « L'antisémitisme est une force naturelle à utiliser. » Fin de la citation. Cette affirmation qui glace le sang est suivie de cet aveu d'impuissance. Si nous n'usons pas de ce grand courant, quelle force emploierons-nous? Après la Seconde Guerre mondiale, Maurras reconnaîtra s'être trompé au sujet de la résistance et sur les chances d'une victoire contre l'occupant. Il admettra aussi que la France aurait dû protéger les Juifs de la déportation. Il maintiendra toutefois la nécessité d'un antisémitisme d'État. De son côté, Bernanos, malgré sa rupture avec l'Action française et son ralliement à la résistance, continuera à défendre l'inégalité des races humaines qu'il juge évidente. D'après lui, ce qui pose un problème, ce n'est pas l'inégalité des races en tant que telle, mais plutôt le fait de lui donner un caractère absolu et d'y subordonner la morale. De nos jours, et je termine avec ça, il me reste une minute. Ouais. Les mouvements d'extrême droite me semblent partager des formes plus ou moins atténuées de l'ambiguïté que l'on retrouve dans la pensée de Maurras et de Bernanos. Si l'on examine ce qui se passe en France ou au Québec, par exemple, nous devons reconnaître que les différentes variantes du nationalisme se débattent avec des problèmes semblables. Et là, je vais sauter les détails et je vais terminer avec une question. Si le nationalisme d'extrême droite, que l'on peut apparenter à l'Action française, nous conduit directement à la guerre des races contre les nations, dont parle Bernanos, et si, même le nationalisme modéré, peut lui aussi conduire à des postures de repli sur soi et finalement au rejet des autres, comme cela semble être de plus en plus le cas dans les partis politiques qui semblent étendre l'idée de Maurras sur l'antisémitisme comme outil de conquête des esprits à d'autres groupes ethniques dans les pays démocratiques. Que reste-t-il aux nationalistes qui ne souhaitent pas pour autant devenir fascistes? Merci. Merci. Alors, on va privilégier des questions de nos étudiants, s'il y en a. Sinon, toute autre personne qui veut poser une question. Donc, Charles Maurras, c'est l'Action française, qui est quand même historiquement une source historique importante pour tout ce qui est l'extrême droite en France, et puis pas pour l'ensemble de l'extrême droite aujourd'hui au Québec, mais une partie en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer à la... Oui, deux questions. Monsieur, allez-y. Attendez, on va juste allumer le micro, là. C'est comme vous me disiez qu'il y avait plus de... Oups, c'est fort, hein? Oh. Même pour moi. Comme s'il n'y avait plus de place pour le nationalisme. Oui. Au Québec, par exemple, ou ailleurs. C'est un peu... C'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a moyen d'être nationaliste sans soit aller directement vers des formes dérivées d'extrême droite ou d'intolérance? Parce que c'est qu'un Ou est-ce qu'un nationalisme modéré, même les nationalismes modérés, ils ont tendance à déraper assez facilement. Donc, appelons-le comme ça, le patriote là, ou le nationaliste qui ne veut pas être
un fascisme ou se faire taxer de fascisme. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question, peut-être que c'est vous d'ailleurs, il avait demandé, quand on critique, quelques critiques qu'on fasse dès que... La religion. De la religion, ou dès qu'on on se retrouve rapidement borduré puis taxé. Bon. C'est un peu ça ma question. C'est une autre façon de la poser. Est-ce qu'il y a moyen d'être nationaliste sans être... sans dériver vers l'extrême droite? Sauf que ma question, elle est pire que la vôtre. C'est que vous dites on est taxé de ça, puis vous semblez sous-entendre qu'on ne l'est pas. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut être nationaliste sans l'être d'extrême droite? Est-ce que c'est cohérent? Parce que si on suit le raisonnement de Maurras, lui, il est cohérent à Maurras. Il part du point A, puis il suit une déduction logique. Et dans son esprit, c'est clair que tous ceux qui croient naïvement qu'on peut être républicain, démocrate puis nationaliste en même temps, ben ils se mettent un doigt dans l'œil. Parce que c'est pas possible. Alors, il faut être... Donc, il ne croit pas au nationalisme civique. Non, du tout. C'est ça. Il n'y en est pas question. Pour lui, là, ça, c'est des naïfs qui croient ça. Et la seule façon d'être nationaliste, c'est d'être d'Action française, puis être cohérent et accepter le coup de force. Mais moi, je poserais la question, excusez-moi, est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'il est extrémiste qu'il ne peut pas admettre que ça peut exister, le nationalisme civique aussi, par exemple. Mais on va retourner. Excusez, monsieur, parce que vous avez posé... C'est parce qu'il y a d'autres personnes derrière vous. C'est comme si on nous disait, il n'y a plus de place pour l'affirmation nationale au Québec. On est intolérant si on fait dans l'affirmation nationale, dans l'identitaire. C'est ça, au fond, là, tout ce que vous nous amenez. Bon, vous allez... c'est difficile, oui. Après plusieurs années de réflexion sur le sujet, je vous dirais que je trouve que c'est très difficile de travailler à l'affirmation identitaire sans en assumer toutes les conséquences. Parce que vous ne pouvez pas affirmer... on ne peut pas gagner sur tous les plans en même temps. Hein? Il y a une formule en France, là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, c'est bien beau là, dire ouais, moi, je suis nationaliste, puis je suis fervent nationaliste, mais en même temps, je suis un grand démocrate, puis je respecte tout le monde, puis je respecte toutes les nations, puis et tout et son contraire en même temps. Non. L'étude de Maurras, elle a ça d'intéressant. C'est que c'est difficile à concilier tout ça. Et Bernanos, lui, c'est peut-être le meilleur compromis qu'on peut trouver. Mais ce qu'il dit, au fond, et ça, je l'ai sauté parce que c'était trop long, c'est un long développement, c'est la fusion des nations. Donc, c'est, au fond, ce qui est le contraire d'un nationalisme... du nationalisme de Maurras, c'est la fusion des nations, c'est l'Europe, c'est la construction de l'Europe, c'est l'abandon des nations en réalité. On va prendre 2 dernières questions, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup. Juste une question plus d'histoire intellectuelle. Donc, juste pour savoir, est-ce que, à vos connaissances, Maurras interagissait avec, par exemple, les penseurs, les intellectuels de la droite allemande? Je pense à des gens comme Carl Schmitt et ses théories sur la souveraineté, le pouvoir exécutif. Non, pas vraiment. Il était anti-allemand. Okay. Très vigoureusement anti-allemand. Bonjour. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une définition claire du nationalisme dans ce cas-là? Parce que j'ai entendu plusieurs définitions du nationalisme, et celle qui m'interpelle le plus, c'est être nationaliste dans le cas où comment je pourrais dire, on accepte de vivre sur un même territoire dans le même dessein puis dans le but de vivre dans une communauté. Est-ce que le nationalisme, c'est le fait de défendre les mêmes valeurs, ou est-ce que le nationalisme, c'est défendre une origine? C'est une très bonne question. Là, vous référez à la tradition qui remonte à Renan. C'est la volonté de vivre ensemble et de partager des valeurs communes, disons ça, on pourrait la résumer comme ça. Il y a plusieurs définitions différentes même du concept de nation.
dès qu'on commence à essayer de définir ce que c'est qu'une nation, là, les philosophes ne s'entendent pas, puis sont même très mauvais pour parler de la nation. Les historiens sont meilleurs. Donc, je ne peux pas répondre vraiment à votre question parce que c'est trop difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que... excusez-moi, monsieur. Il y a des réponses dogmatiques à ça. Ça va, la propagande? Il y a celle de... il y a celle de Maurras, il y a celle de Bernanos, il y a celle... Chaque mouvement nationaliste a sa réponse. Alors, pour Maurras, le nationalisme, c'est donner la primauté à sa nation sur toutes les autres. Puis dans le cas de la France, ça se définit par le principe monarchique, puis l'hérédité, même s'il acceptait qu'il y ait des apports étrangers en France, ça devait être contrôlé rigoureusement. Si j'abrège, c'est ça. Bon, une dernière question. Merci de m'accorder la parole. 2 questions, en fait. La première, elle est, disons, d'une nature plus historique. Quand vous dites, par exemple, tout à l'heure, vous semblez croire que le nationalisme ne peut aller que dans une dérive droitière, même vers l'extrême droite, j'ai de la misère à comprendre que la dernière manifestation, disons, tragique d'un nationalisme d'extrême droite qui a été politisé et étatisé, à savoir l'Allemagne, l'Italie, tout ça, la dernière fois que c'est arrivé, ce sont des nations qui sont allées, battre ces régimes fascistes-là. Ce sont des démocraties, oui, nationalistes aussi. On se battait au nom d'un drapeau et c'est les démocrates qui ont gagné. Première chose. Donc, je voudrais savoir si c'est un accident de l'histoire que des démocraties nationalistes aient pu vaincre des régimes d'extrême droite. Et l'autre, quand on parle de Maurras, évidemment que c'est assez souhaitable qu'il reste, non pas dans les, dans le caniveau où il devrait être, il faut quand même en parler, mais surtout pour comprendre d'où venait sa pensée. Bon, là, je pense que, je ne sais pas si c'est la première fois que vous parliez du monarchisme de Maurras, mais la clé est là, beaucoup plus que dans son nationalisme qui, de toute façon, était à l'époque tellement, j'allais dire, ça s'incarnait de plusieurs façons. Et chez Maurras, c'était un outil pour promouvoir, au fond, son agenda, même si ça n'existait pas à l'époque, monarchiste. Je veux dire, Maurras, c'est ça. Merci. Oui, certainement que... je ne suis pas certain que la monarchie était la motivation première. La monarchie est plus un outil pour son agenda, en guillemets, politique. Ce n'était pas un monarchiste de conviction comme Bernanos. Bernanos, c'est un royaliste de cœur. Alors que la monarchie, Maurras est venu à la monarchie tard, relativement tard, vers la trentaine, même quarantaine. La monarchie, c'est un outil pour atteindre ses fins. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour dire que le nationalisme, ce serait secondaire par rapport au monarchisme. Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, l'autre aspect de la question sur, si j'ai bien compris, là, vous dites, on le laisse là où il est dans le passé. Je pense qu'il est même plus important pour comprendre ce qui est arrivé au 20e siècle que des personnages historiques là, qui ont fait, je ne sais pas, le Mein Kampf, par exemple. C'est un livre moins important, d'après moi, au niveau théorique, que l'enquête sur la monarchie, où l'influence intellectuelle de Maurras, à mon avis, est plus importante, est plus fondamentale, plus ancienne, puis a agi plus que les travaux que Mein Kampf, qui est intellectuellement est beaucoup plus faible, beaucoup plus... Peut-être qu'au niveau de la propagande, ça a eu plus d'effet, mais intellectuellement, c'est beaucoup plus faible. On va terminer sur ce désaccord. Comme quoi, quand on discute, on a des désaccords, mais au moins on discute. Alors, la prochaine... Merci, Marc Imbeau.